On se fera pas de cachette. La QV 2025 du repêchage de la Ligue nationale de hockey s'enligne pour être excessivement intéressante à suivre cette saison. Plusieurs de ces espoirs éligibles éclatent déjà tout dans leurs ligues respectives, puis même si on est seulement qu'au mois d'octobre, on voit déjà de grosses divergences entre les listes publiques. Certains espoirs qui étaient vus comme des espoirs de premier plan sont déjà en chute libre et d'autres espoirs, plus méconnus, sont en pleine ascension. C'est également une énorme année pour la LHJMQ qui pourrait avoir quelques espoirs repêchés en première ronde et peut-être même dans le top 10. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reviens sur mon top 32 préliminaire ainsi que sur celui de Elite Prospects, publié la même journée puis qui est complètement différente. Je vais répondre également à vos questions en lien avec ce repêchage, dont la question qui est sur toutes les lèvres. Ben voyons, c'est qui ça Jackson Smith, classé 7e par Elite Prospects? Je vous dresse son portrait plus tard en épisode. Gros épisode en vue, donc installez-vous confortablement, détachez votre ceinture là, s'il faut, là, sauf si vous êtes au volant évidemment, cancellez tous vos meetings si vous êtes à la job, préparez votre Google ou Alta Vista pour chercher mes référents qui vont pas être toujours clairs aujourd'hui, puis surtout, prenez-vous un bon café. Bienvenue au podcast Briser la glace. Salut les nanas! Épisode enregistré le 9 octobre 2024. La saison de la LNH a officiellement débuté hier soir, puis les Canadiens joueront leur premier match ce soir. Mais j'ai pas le temps pour ces niaiseries-là. Je suis ici pour vous parler de quelque chose de sérieux. Le repêchage 2025 de la LNH qui va possiblement être l'étape finale dans la reconstruction du CH, en fait, de leur dynastie à venir, on se le souhaite. Fait que si vous êtes comme moi, cette cuvée-là vous intéresse grandement, puis je vous invite à justement me suivre dans cette aventure-là. On va suivre à la semaine qu'est-ce qui se passe dans ce repêchage-là. Donc c'est ça, une portée complètement dingo. Fait que sans plus de blabla, je vais faire un retour sur mon top 32 que j'ai publié il y a quelques jours sur X et Facebook. D'ailleurs, je viens de me faire un compte X. J'ai pas beaucoup d'abonnés. Je vous invite à me suivre si ça vous dit. Je publie des petites vidéos, des petits highlights, des affaires que je vois, des joueurs que je suis, des choses que je publie pas sur aucun autre réseau social. Je vous invite à regarder ça. Puis pendant que je vais passer au travers de mon top 32, je vais également commenter celui de Elite Prospects, que je respecte énormément, puis qui ont proposé un classement, je dirais, assez différent du mien, mais surtout complètement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans les listes publiques. Puis honnêtement, ça a brassé à la cabane pas mal, je vais vous dire. Ils ont fait glisser des joueurs qui semblaient être des locks dans le top 7. Ils ont même fait grimper dans leur top 20, voire même leur top 10 des joueurs qu'on voit dans aucun autre top 32. Fait que j'ai fait, c'est ça, un peu la même chose dans mon classement, mais pas toujours les mêmes joueurs, on va y revenir. Mais il y a quand même plusieurs ressemblances, entre autres Jackson Smith que je vous parlais d'emblée, Brayden Coots également que j'aime beaucoup. Donc bref, on va regarder tout ça ensemble. Puis je m'attends cette année à beaucoup de différences puis de variations dans les classements. Puis c'est important aussi de remettre en contexte comment cette liste-là a été faite, celle de Elite Prospects, versus la mienne. Dans mon cas, premièrement, je suis seul, puis j'utilise un système d'évaluation dans lequel je vais tracker chaque visionnement que je fais en cours de saison, puis dans lequel j'évalue environ 70 attributs sur chaque joueur à chaque partie, en plus de faire des projections. Jugez-moi pas, c'est compliqué, mais c'est de même que je veux fonctionner. L'idée, c'est d'avoir un classement le plus objectif possible, même si mes projections viennent assurément ajouter une teinte de subjectivité là-dedans, on s'entend. Mais l'idée, c'est aussi que mes classements se génèrent automatiquement à chaque visionnement, puis que je peux justement jouer avec certains paramètres pour venir pondérer là, certains attributs, puis tout ça. Fait que tout ça se met à jour automatiquement, ce qui me permettrait de vous tenir informé, en fait, à chaque semaine, de tous les changements qui surviennent dans mon classement. Je peux vous sortir des classements tous les jours, même si ça vous intéresse. Ou peut-être même, je pourrais rendre le tout disponible et vivant sur un site Internet. On s'en reparle dans quelques mois. Mais faites-moi signe si l'idée vous intéresse d'avoir un peu accès à une partie de cette data-là en ligne. Écrivez-moi en commentaire ou en message privé. Je tâte le pouls ici. Donc c'est ça. J'ai aussi l'optique cette saison
de m'en contre-calisser des autres listes puis du consensus public. Puis ma manière de fonctionner se reflète dans mon classement si on compare avec les autres listes. Sauf que, comme je disais, il y a certaines ressemblances avec la liste de Elite Prospects. Fait que ça me dit que je suis peut-être pas si dans le champ que ça. Fait que c'est ça. Je vais faire mes affaires, puis je vais tenter autant que possible de ne pas me laisser influencer de quelconque façon par les autres listes publiques. Dans le cas d'Elite Prospects, il y a une manière complètement opposée de fonctionner. En fait, c'est un classement consensus qu'ils font entre leur équipe de scouts. Sont au moins 10, si c'est pas une douzaine de scouts. De ce que j'en comprends, chacun soumet son classement personnel, puis basé là-dessus, ils ouvrent une discussion, ils débattent, puis ils arrivent à un classement consensuel. Puis c'est le classement qui est publié. Bref, j'ai beaucoup d'admiration pour Elite Prospects et le travail qu'ils font. Tellement d'admiration, en fait, que je vous offre aujourd'hui un code promo qui vous permet d'obtenir 30% de rabais sur votre abonnement premium annuel sur leur site eliteprospects.com. Puis, ça vous donne quoi ça, le Elite Prospects Premium? Ben, ça vous donne accès, premièrement, à leur guide du repêchage, leur guide des poolers, bon, pour la saison prochaine, on s'entend, qui est un guide extrêmement complet. En fait, ces deux guides-là, c'est les deux meilleurs guides sur le marché, à mon humble avis. Ça vous donne également accès à leurs éditoriaux exclusifs. Ça vous permet aussi d'utiliser les filtres avancés. Donc, je me sers beaucoup, tu sais, quand je vous dis « Ah, c'est le meilleur joueur D-1 des 20 dernières années, etc. » Tout ça, c'est avec les filtres avancés sur Elite Prospects que je fais. Calissement mieux que HockeyDB, by the way. Ça vous permet de voir des stats des joueurs par partie, leur game log, ce qu'on appelle, de comparer les saisons même de deux joueurs ensemble, puis plein d'affaires cool. Fait que Elite Prospects Premium, si ça vous intéresse, si vous êtes un hockey geek comme moi, je vous invite à vous abonner à ça. 30% de rabais sur leur abonnement annuel avec le code promo BLG30. Donc c'est ça, j'ai 170 visionnements trackés dans mon fichier d'analyse en ce début de saison. Puis tout ça a mené au classement que j'ai publié il y a quelques jours de ça. Sauf que, une des contraintes que je me mettais, parce que c'est pas tous les joueurs pour lesquels j'ai beaucoup de visionnements, si j'avais juste un visionnement pour le joueur, je me permettais pas de le mettre dans le top 32. Il y a un ou deux joueurs, je vous dirais que c'était le cas, que j'ai dû tasser. Mais en règle générale, j'ai entre 2 et 6 visionnements par joueur classé ici. Je vous dirais en moyenne, pas mal, 3 ou 4. C'est ça, au premier rang, aucune surprise, j'ai James Higgins, centre de 5 et 10, 3 quarts, on va dire, un des meilleurs patineurs du draft, un fabricant de jeu, possiblement de la trempe de Jack Hughes, le joueur des Devils et pas le fils de Kent Hughes. Bref, Higgins, il a tout pété par tout ce qui est passé, puis il va avoir, cette saison, le privilège de jouer entre Gabe Perreault et Ryan Leonard à Boston College, qui commence d'ailleurs leur saison ce vendredi. James Higgins est aussi le joueur D-1 le plus productif de l'histoire du tournoi U18. C'est pas rien. Sauf que c'est ça, on entend que plusieurs joueurs pourraient lui chauffer les fesses, mais je crois que c'est qu'une question de temps avant qu'il cimente sa place comme le numéro 1. En deuxième position, j'ai, Porter Martin, là, vous le savez, ailier droit, 6 pieds 3 pouces, attaquant de puissance par excellence, incroyable lancer, très bon patineur, de très bonnes mains, il sert bien de son gabarit, il a une excellente vision également, une intensité, je dirais, toutefois parfois inconstante, puis il joue pas au centre en fait que c'est deux facteurs qui font que, présentement, il est pas numéro 1, mais c'est ça, je pense que ça va être tout qu'un joueur de hockey. J'ai d'ailleurs publié 2 shift by shift de lui sur ma chaîne YouTube, un qui est un très bon match, puis un peu moins bon, pour vous montrer peut-être justement le manque parfois de constance. Elite Prospects sont un peu moins chauds. Ils l'ont 5e sur leur liste et je crois que c'est aussi ce que Bob McKenzie avait. Martin a présentement 13 points en 5 parties. Le meneur dans la OHL, je crois. Fait que bref, il est parfait. Pas autant parfait que l'album The Last Word de 50 Nuts, mais Chris qui est bon. En 3e position, j'ai Matthew Schaefer, le défenseur gaucher de 6 pieds 1 pouce. Schaefer, c'est un patineur exceptionnel, très dangereux offensivement également, et j'ai trouvé qu'il montre de belles choses défensivement. De là, le potentiel two-way qui me plaît beaucoup. À noter qu'il se trouve au 3e rang depuis cet été, puis seulement basé sur mes visionnements D-1, donc la saison dernière, ainsi que le Linka de cet été, parce que Schaefer, il n'a pas joué encore cette saison. Mononucléose impose.
chose importante qui joue en faveur de Matthew Schaefer, c'est un des plus jeunes joueurs de toute la QV. Il est né au début septembre, à, je pense, une dizaine de jours d'être éligible l'an prochain. Il est également possiblement le seul défenseur avec un réel potentiel de défenseur numéro 1. Donc ça joue beaucoup en sa faveur. Elite Prospects sont 4e parce qu'ils ont au 3e rang mon prochain joueur, qui est Michael Misa. Au 4e rang, Misa, qui aurait mérité, je crois, d'être 3e, honnêtement, avec le début de saison qu'il connaît. Mais j'aurais trouvé ça injuste pour Schaefer de descendre d'un rang alors qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer encore cette saison. Michael Misa, centre de 6 pieds 1 pouce. Nom pour lequel ça vous sonne peut-être une cloche parce que Misa, c'est un joueur qui a obtenu le statut de joueur exceptionnel dans la OHL. Pour certains, Misa ne remplissait pas les attentes qui venaient avec ce statut au cours des saisons passées, mais il produisait quand même un rythme de 1 point par match dans toutes ses saisons. Mais cette saison, il a vraiment pris les choses en main. En ce début de saison, en fait, 12 points en 5 matchs, dont 10 buts. C'est une moyenne de 2 buts par match, ça n'a pas de bout. Il a certes pas le talent d'un choix first overall pour autant. Quand on parle de joueurs exceptionnels, on pense évidemment à McDavid et compagnie. Mais ça, il n'est pas là. Mais sa projectabilité sur au minimum un top 6 est vraiment de plus en plus convaincante de la manière qu'il joue en ce moment. Mais ça, il est dynamique, il est rapide, intelligent, il a pas peur d'aller dans le trafic non plus. On a en tête que c'est un petit joueur, mais il fait quand même là, 6 pieds 1. Puis c'est ça, puis il se met le nez dans le trafic. Fait que moi, j'aime ça. C'est un joueur très divertissant à regarder, qui a été sous-estimé beaucoup, je crois. Fait que c'est ça. Michael Misa, 4e rang. Au 5e rang, j'ai Anton Frondell. Puis là, comme pour Matthew Schaefer, j'ai gardé Frondell au même rang que je l'avais cet été parce que il a tout simplement pas joué encore, puis je voulais pas le pénaliser. Puis je dois avouer, j'ai tendance à retenir un peu la liste de Frondell pour pas qu'il glisse parce que il est tellement haut sur presque toutes les listes. On le voit 2e, 3e à certains endroits, que c'est assez pour me remettre en question puis tout faire en fait pour le garder top 5 parce que je suis pas le plus chaud sur Frondell. Mais là, fait que c'est ça. Fait que je m'efforçais à le garder dans mon top 5. Sauf que là, Elite Prospects débarque, puis classe 15e. Il est 3e, je pense, à la liste de McKenzie, tu sais. Ceci étant dit, même les autres le mettent 15e, je l'aime quand même un peu plus qu'eux autres, on dirait. Frondell, c'est un centre, 6 pieds, peut-être un peu plus gros, un joueur cérébral, possible dual threat, qui peut jouer sur 200 pieds. Ça a bien son gabarit également pour protéger la rondelle. Mais la critique que Elite Prospects avait à son égard, c'est qu'il a possiblement bénéficié beaucoup de ses compagnons de trio pour produire. Puis c'était pas nécessairement le play driver toujours sur cette ligne-là. Bref, je pense qu'il débutait sa saison aujourd'hui. On va suivre ça de près, mais il n'a pas joué depuis un bout, là, fait que ça se peut que le retour soit progressif. Mais on va voir Frondell jusqu'où il va descendre, s'il descend dans mon classement cette saison. Mais certes, un excellent joueur de hockey. 6e rang, Roger McQueen, que j'aurais honnêtement mis 5e si c'était pas que je voulais pas faire descendre Frondell vu qu'il n'a pas joué. Bref, McQueen, centre, 6 pieds 5, responsable défensivement, incroyable main et un très bon lancer également. J'aimerais le voir un peu plus robuste. J'aimerais le voir améliorer son patin également. Elite Prospects l'ont toutefois 2e, ce qui va un peu dans le même sens que le classement de Bob McKenzie. Je pense qu'il l'avait un peu plus loin, McQueen, mais il y a quelqu'un qui l'avait classé premier dans les scouts que Bob McKenzie avait sondé. Donc, McQueen, je pense qu'il y en a plusieurs qui sont très hauts là-dessus et on comprend, le profil est excessivement intéressant. Tu sais que des outils et un gabarit de la sorte, on a entendu beaucoup de comparaisons, tu sais, mettons avec Kirby Dach, puis c'est 100% le profil que les équipes recherchent, fait que même si je le classe là, il y a des bonnes chances qu'il monte, puis surtout, il y a des bonnes chances qu'il sorte très tôt lors du repêchage. Évidemment, comparaison facile avec l'espoir de l'an dernier dans une situation similaire. Caden Lindstrom, toutefois, c'est un profil complètement différent. Lindstrom, c'était vraiment un attaquant de puissance avec un bon patin, très robuste, un bon lancer. McQueen a un bon lancer également, mais c'est beaucoup plus un joueur de finesse. Fait que bref, on va suivre ça. Fait que c'est ça, je comprends la comparaison avec Kirby Dach. Souhaitons juste qu'il soit un peu plus tough
que Doc, parce que Kirby Doc semble avoir la même résistance au coup que Samuel L. Jackson dans le film Glass. C'est ça, pour ma part, McQueen, il est présentement pas tout à fait dans le même tiers que Higgins, Martin et Schaefer, mais ça pourrait quand même rapidement changer de bord, surtout que c'est un des joueurs que je pense que la meilleure projectabilité dans toute la QV. Au 7e rang, j'ai Ivan Ryabkin, un qui a droppé de quelques rangs dans ma liste, mais c'est ça, il a droppé de plusieurs rangs, en fait, dans la liste de Elite Prospects, sinon 12e. Ryabkin, russe, un autre centre, 6 pieds, trapu, qui coche beaucoup de cases. Il a un bon lancer, c'est un bon fabricant de jeu, il a un bon patin, il joue robuste, mais je trouve qu'il manque d'intensité puis de constance par moment. Puis là, en ce moment, ce qui lui nuit beaucoup puis qui fait qu'il a droppé sur la liste de Elite Prospects, c'est qu'il joue, bon, certes en MHL comme Demidov l'an dernier, mais il domine pas présentement. Il est même pas point per game. Il a 7 points en 8 rencontres, ce qui est vraiment insuffisant pour parler de lui comme étant un talent possiblement élite. Mais bon, la saison est jeune, ça peut revirer de bord encore. Au 8e rang, j'ai Malcolm Spence, un joueur que j'apprécie énormément, un ailier de puissance / two-way de 6 pieds 2. Un joueur très coriace contre le porteur du disque. Il est fort, il a un excellent patin, un des très bons patins, je trouve, parmi les joueurs avec ce profil-là. Puis il possède également une belle touche offensive aussi, peut-être une petite coche au-dessus des autres joueurs dans le même genre de profil. C'est pas le même plafond individuel que les autres joueurs, mettons, dans le top 7 que je vous ai nommé pour l'instant. C'est pour ça qu'il est 8e. Mais c'est un joueur complémentaire, possiblement, que n'importe quelle équipe veut avoir sur son top 6. J'ai pas trouvé encore la comparaison parfaite, mais est-ce qu'un genre de Landeskog pourrait être une comparaison pour Malcolm Spence? À suivre. J'ai d'ailleurs sorti un très beau shift by shift de lui sur YouTube aujourd'hui. Je vous invite à aller écouter ça. Elite Prospects l'ont 6e. Une surprise pour moi, considérant qu'il était plus loin sur la liste de McKenzie. Dans la liste de McKenzie, certains l'avaient aussi loin que 16e. Je m'attendais à le voir, honnêtement, autour du 10e rang de Elite Prospects. Je trouvais qu'à 8e, je l'avais peut-être un peu haut. Ils l'ont 6e, fait que peut-être que je ne me retiendrai pas pour continuer de monter Malcolm Spence. Au 9e rang, là, par exemple, la chaîne débarque un peu. J'ai Adam Benak, centre de 5 et 11. Oui, si seulement il faisait 5 et 11. Non, 5 et 7. 5 et 7, mesdames, messieurs. 161 livres, Adam Benak. Je sais, c'est pas mon genre de classer un joueur de petite taille aussi haut. Vous savez, j'aime les gros bonhommes. Même moi, je la catch pas. Mais je peux défendre le point de vue, en fait, parce que, évidemment, Benak, cas évident de boom or bust en raison de sa taille, sauf que son dynamisme, son patin, son sens du jeu, son intensité font en sorte que je pense qu'il y a une possibilité réelle qu'il devienne un solide producteur dans la LNH, peut-être même un gars de 90-100 points. Les chances sont faibles, très faibles, mais c'est présentement le seul joueur, en dehors du top 6-7, que je vois qu'il y a un potentiel offensif frôlant le élite. Évidemment, jamais que je repêcherai un gars de cette stature-là, 9e overall, on s'entend. Possiblement même jamais en première ronde. 5 et 7, il n'y a pas grand joueurs qui ont percé la ligue à ce gabarit-là. D'ailleurs, Elite Prospects l'ont en dehors de leur top 32. Puis c'est ça, je m'attends à ce qu'ils glissent non seulement lors de mes classements, je devrais dire, mais également lors du repêchage. Mais on va voir parce que excessivement divertissant à voir jouer ce Adam Benak. Au 10e rang, un chouchou que je vous ai parlé à maintes reprises déjà, Lyndon Lakovic. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, c'est ça, ça fait un bout que je vous en parle de Lakovic, comme quoi que je suspecte qu'il va être un très gros riser cette saison. Puis honnêtement, personne en parle. Puis je l'ai vu dans aucun autre top 32. Sauf que là, Elite Prospects l'ont mis 9e. J'étais pas tant dans le champ, guys. Il y a quelque chose avec Lyndon Lakovic. Lakovic, ailier, 6 pieds 4, rapide, bonne main, bon jeu défensif, excellent jeu de transition également, bon lancer, un bon passeur. Fait que bref, que demander de plus? Il est vraiment dangereux lorsqu'il rentre en territoire hostile sans pression. You know what I mean?
Ensuite, 11e rang, j'ai Jake O'Brien, un autre là, que j'aime bien, un centre 6 pieds, fabricant de jeux incroyable, mais au patin peut-être douteux. C'est pourquoi il est 21e sur la liste de Elite Prospects. 12e, Caleb Desnoyers, centre québécois 6 pieds 1, que honnêtement, j'aurais pu faire passer devant O'Brien, puis qu'il aurait été 10e là, si j'avais pas mis Benak aussi haut. Desnoyers, pour citer Pascal du TSLH, c'est un joueur de hockey. Il y a absolument tout à aimer de Desnoyers. Puis attendez-vous à le voir percer plusieurs top 10 cette saison. Il est 11e sur la liste de Elite Prospects, donc ça va pas mal dans ce sens-là. Ensuite, au 13e rang, j'ai un autre Québécois, Justin Carbonneau, ailier droit 6 pieds 1, joueur qui a des outils hallucinants, un excellent lancer, de la robustesse puis tout, mais qui doit raffiner là, certaines de ses décisions. Mais je pense que les outils, le talent pour devenir une sélection top 15 à suivre, mais Elite Prospects l'ont un petit peu plus bas, 25e sur leur liste. Au 14e rang, j'ai Logan Hensler, défenseur droitier de 6 pieds, que je pouvais pas descendre parce que lui non plus, il a pas joué encore. Il va jouer dans la NCAA. En fait, je pense qu'il avait juste joué un week-end. En tout cas, bref, je l'ai pas regardé encore cette année, fait que je pouvais pas le descendre. Mais Hensler, défenseur fiable, top 4 par excellence. Que je pense qu'il va sortir top 10 le jour du draft là, parce qu'il y a tellement de belles transposabilités dans la LNH. Elite Prospects l'ont 16e, fait que ça suit quand même là, mon classement, mais Hensler, présentement, c'est le 2e meilleur défenseur de cette QV. Au 15e rang, j'ai Victor Eklund, ailier rapide et dynamique de 5 et 11, le frère de William, que Elite Prospects ont 8e sur leur liste. Puis je peux comprendre pourquoi, parce que Eklund est vraiment bon. J'ai juste laissé passer quelques gros bonhommes devant lui parce que, bon, c'est ça, je suis un peu moins fan des joueurs, bon, en bas de 6 pieds, dynamiques. Bon, c'est certain, je me contredis parce que j'ai Benak 9e, mais ouais, Eklund, s'il y a un gars là, qui a un beau plafond, c'est bien lui. Sauf que, c'est ça. On va voir. Je m'attends à ce qu'il pourrait monter un peu. Ça dépend tout le temps là, si je fais passer des gros bonhommes devant lui ou non. 16e rang, parlant de bon patin, Benjamin Cavan. Un choix que vous verrez pas sur d'autres listes à ce rang-là, je crois du moins. Pas pour l'instant. Il est d'ailleurs 32e sur la liste de Elite Prospects. Puis je pense qu'il y en a plusieurs chez Elite Prospects qui aiment beaucoup Benjamin Cavan. Donc on va voir s'il va monter. Mais c'est le plus haut que je l'ai vu dans les listes publiques à date, je crois. Cavan, centre de 6 pieds, un des meilleurs patineurs du draft, puis qui possède un excellent lancer, puis qui se développe aussi un beau playmaking, je trouve, puis qui est également solide défensivement. Mon genre de joueur. Je m'attends à le voir grimper, là, comme je disais, dans plusieurs listes en cours de saison. Malheureusement pour lui, c'est ça, il joue en USHL et ne fait pas partie du programme de développement américain, ce qui peut nuire un peu à sa cote. Au 17e rang, j'ai mon 3e Québécois dans mon top 20, Alex Wang, défenseur droitier de 6 pieds évoluant à Chicoutimi. Excellent patineur, très fluide, très dangereux en transition ainsi qu'en zone offensive. Wang a besoin de raffinement défensivement, mais j'ai aimé ce que j'ai vu de lui défensivement, notamment au Linka. Mais c'est ça, il y a possiblement le meilleur potentiel offensif de tous les défenseurs droitiers du draft. Mais c'est ça. Il y a quand même, comme je disais, besoin de raffinement. Peut-être un petit manque de constance également. Mais si tout clique, tout s'enligne, Wang pourrait être un très bon producteur. Au 18e rang, là, c'est ça. C'est le nom là, que tout le monde parle. Jackson Smith, défenseur gaucher de 6 pieds 3 pouces. Incroyable mobilité que j'avais l'impression d'être trop haut sur lui par rapport au consensus. Même 18e, je trouvais ça haut parce que on n'entendait pas vraiment son nom dans aucun top 32. Sauf que là, Elite Prospects, eux autres l'ont classé 7e. Mais je vous en parle plus tard de Jackson Smith. Fait que restez à l'appareil. 6 pieds 3 pouces, grosse mobilité, 7e sur la liste d'Elite Prospects. Je vous en fais le profil détaillé plus tard. Au 19e rang, j'ai Braden Coots. Lui aussi un gros que je pensais avoir quand même assez haut, mais Elite Prospects l'ont mis 10e. Coots, c'est un de mes coups de cœur des dernières semaines. Un centre de 6 pieds, joueur au moteur inarrêtable.
autant difficile à contenir en échec avant que Britney Spears sur Instagram, là, ça n'a pas de bon sens. Un joueur avec une lecture du jeu puis une anticipation, honnêtement, qui égale les meilleurs de cette QV. Un joueur qui exerce une pression constante sur le porteur du disque, qui est déterminé, qui excelle en récupération de rondelles également. Évidemment, upside offensif peut-être limité, mais je pense que c'est clairement un NHLer ici, possiblement même un joueur de centre au prochain niveau. J'ai d'ailleurs publié sur X une vidéo de lui qui bat à lui seul 4 défenseurs en échec avant. Tout le monde était retourné, changé, puis lui, il continuait à hustle pour la rondelle, puis il est ressorti de là avec la puck, puis il a même réussi à compléter une passe. 1 contre 4. Allez voir ça. 20e rang, j'ai Carter Bear, un autre NHLer clair, mais au upside offensif peut-être plus limité. Ailier de 6 pieds, un peu le même moule là, que Braden Coots, mais c'est d'une efficacité sans bon sens en échec avant pour Carter Bear. Il gagne pratiquement toutes ses batailles, puis un peu comme Egan l'an dernier, je dirais, il protège bien la rondelle après en avoir repris la possession, même si c'est pas le plus gros. Il excelle à gagner l'intérieur, puis c'est ça, même s'il fait juste 6 pieds, il est assez fort pour protéger le disque le long des bandes. Puis un coup, la possession reprise, c'est ça que j'aime beaucoup de Bear. Il y a la vision, l'anticipation, puis la rapidité d'analyse pour remettre le palais rapidement à un coéquipier qui est libre. Fait que Bear, excellent à récupérer la rondelle, mais également à la transmettre à un coéquipier rapidement. Il y a des séquences où il vole la rondelle, puis qu'il réalise une passe rapide en espace restreint que honnêtement, tu ne vois pas venir. Puis c'est honnêtement de toute beauté. Carter Bear, allez le voir, je l'aime d'amour. 21e rang, un autre que j'aime d'amour, Eddie Genborg, que vous n'allez pas voir dans aucun top 32 pour l'instant. C'est ma carte cachée, plus cachée, parce que je vous en parle déjà depuis un bon moment. 6 pieds 2 pouces, excellent patin, excellent lancer, mais surtout, qui doit effectuer en moyenne 25 plaqués par présence à la glace. Il n'arrêtait pas. Allez voir son shift by shift que j'ai publié sur YouTube. D'ailleurs, allez tout écouter mes shift by shift sur YouTube. Les vues sont très basses. Je trouve ça excessivement triste. Je peux pas vivre avec des vidéos qui ont 30 vues. Malheureusement, c'est très tough aller chercher des commanditaires s'ils voient que j'ai des vidéos de 30 vues. Fait que allez les écouter parce que sinon, j'en ferai plus. C'est pas une menace, là, mais faites-le. 22e rang, Carter Amico. Défenseur droitier, 6 pieds 5. Profil plus stay at home, je dirais. Longue portée, excellente relance. Également 22e sur la liste de Elite Prospects. On est pareil. Mais j'en parle plus tard de Carter Amico. C'est intéressant de noter que dans les deux listes que je parle ici, la mienne et celle de Elite Prospects, Amico est le premier joueur du programme de développement américain de classé. 22e, ce qui est quand même bas pour le NTDP. Puis en plus, c'est un défenseur défensif. C'est rare qu'on voit ce genre de profil-là être le meilleur joueur du NTDP. Mais ça vous donne une idée à quel point cette édition-là du programme est décevante. En fait, il y a plusieurs candidats intéressants, puis il y a une belle profondeur dans cette équipe-là. Dans les candidats de taille, on parle de William Moore, puis Threataway, puis tout ça. Sauf que c'est des joueurs, en tout cas, que ça colle pas encore, que j'ai personnellement pas dans mon top 32, j'y reviens. Mais c'est ça. L'affaire avec cette équipe-là, c'est qu'ils ont pas mal perdu de joueurs par rapport à l'an dernier, à leur équipe U17, et même dans le cas dans certains cas, l'équipe U18, James Higgins est plus là, Hensler est plus là, Rio Mullen, Potter sont tous plus là. C'est des joueurs late qui vont jouer universitaire cette saison. Fait que c'est un peu ce qui explique cela dans le cas du NTDP. Mais bref, 22e rang, c'est là que Elite Prospects et moi-même avons le premier joueur de cette équipe-là, Carter Amico, de défenseur de 6 pieds 5. 23e rang, j'ai Milton Gastrin, un centre de 6 pieds 2 pouces, centre two-way, au profil parfait pour sortir en fin de première ronde là, par une équipe de série. Moule là, des Enstrom, Wahlberg et tout ça qu'on a vu dans les dernières saisons. C'est un des joueurs, je trouve, les plus tenaces de toute la QV sur le porteur de la rondelle. Il est toujours actif en zone défensive. Bon patin et tout ça, mais ouais, il manque un peu d'upside offensif, même s'il produit présentement très bien dans la J20. Je pense que c'est un des meneurs de la ligue, en fait. Il faudrait que je retourne voir. Mais c'est ça. Et les prospects ne l'ont pas mis dans leur top 32, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup Milton Gastrin. Au 24e rang,
Blake Fiddler, défenseur droitier de 6 pieds 4 pouces, 14e sur la liste de Elite Prospects, qui va honnêtement monter là, dans ma liste. En fait, j'ai juste manqué de visionnement, puis en tout cas, je vais y revenir tantôt, mais que je parle d'Émile Guité et compagnie, mais des fois, c'est que j'ai tellement pas assez de visionnement en ce moment qu'un seul moins bon match influence vraiment négativement le classement. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec Blake Fiddler, que je m'attends là, possiblement à joindre le top 20 for sure, possiblement le top 15 même dans les prochaines semaines. Mais j'en reparle plus tard de Blake Fiddler, mais que je vous parle également de Carter Amico plus en détail. 2 gros défenseurs droitiers. Vous allez voir pourquoi ça nous intéresse. 25e rang, Jack Murtaugh du programme de développement américain. 26e sur la liste d'Elite Prospects, donc pas mal dans le même range que moi. Comment décrire Murtaugh? La version Wish de Ryan Leonard. 26e, j'ai Cameron Schmidt, le patineur le plus rapide du draft, je crois, mais un joueur de 5 et 8. Mais Elite Prospects l'ont 13e, ce qui m'a quand même beaucoup surpris. Mais il y a beaucoup de choses à aimer de Cameron Schmidt. 11 points en 6 parties dans la WHL cette saison. 27e rang, grosse balle courbe, Maxime Agafonov, défenseur intimidateur, je dirais, de 6 pieds 2 pouces, qui va honnêtement le dropper dans mon classement. Là, ça n'a pas de bon sens de l'avoir en première ronde, mais j'ai d'ailleurs publié sur X une compilation de ses plaqués. Allez voir ça. Il est vraiment pas fin. C'est pas tout légal, ces affaires. Mais c'est ça. Vous le verrez pas sur aucun autre top 32. Puis ça se peut que c'est la dernière fois de la saison que vous le voyez dans mon top 32. Mais c'est ça. Il y a une séquence où il a tellement éclaté le gars, il a carrément dévissé la tête. Puis à la fin, le gars ressemblait à Ralph dans Scary Movie 3. Googlez-le là, si vous ne le replacez pas. Ralph dans Scary Movie. 28, Conrad Fondrick, attaquant dynamique du NTDP, bon patineur, bon lancé, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux qui meurent ou qui mènent à rien. Fait que le talent, il est là, mais ça débloque pas pour Fondrick. Mais il pourrait grimper, dépasser le moton de joueur two-way, parce que justement, il y a le talent, je pense, pour grimper dans ma liste. Mais si ça clique pas, il va carrément glisser parce que c'est un attaquant dynamique de 5 et 11. Fait que tu drafts ça haut ou tu drafts ça loin. C'est tout. 29e rang, Arvid Drott, ailier de puissance, two-way, 6 pieds 1. Que c'est ça, lui non plus, je l'ai pas vu dans aucun autre top 32, mais il est ça à bubble là, de mon top 32. Réalistiquement, c'est le genre de profil, je pense, de début de deuxième ronde. Je m'attends, c'est ça, de le voir glisser, honnêtement, dans ma liste, quand il y a quelques sleepers qui vont s'activer. Mais j'aime beaucoup son profil, excellent patineur, robuste. C'est de même que je le décrirais. Puis c'est ça, je pense que j'en parlais lors du dernier épisode, si ça vous intéresse d'aller écouter ça. Puis j'ai lui aussi publié un shift by shift que je vous invite fortement à aller écouter, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. 30e, Reese Hamilton, 29e sur la liste d'Elite Prospects, donc là aussi on se suit beaucoup. Défenseur gaucher de 6 pieds, incroyable patineur, avec le même genre de feinte d'épaule que Hudson puis compagnie, sauf qu'il fait 6 pieds. Fait que très 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 intéressant, mais c'est ça, je pense qu'il doit en montrer plus présentement. Je suis un peu resté sous ma faim lors de mes derniers visionnements, donc c'est soit qu'il va monter beaucoup, soit qu'il va descendre. Donc, à suivre dans le cas de Reese Hamilton. Au 31e rang, j'ai Brady Martin, 18e sur la liste de Elite Prospects. Donc, ils l'ont beaucoup plus haut que moi. Il est plus haut que la plupart des gens, je vous dirais. Un autre centre, two-way, 6 pieds. Mais moins intense, je trouve que Coots puis Bear, dont je vous ai parlé plus tôt. Mais Brady Martin, je le trouve un peu plus cérébral. Donc, un joueur, c'est ça que je trouve que les résultats reflètent pas la qualité des idées qu'il a. Puis, c'est là qui est intéressant parce que c'est un joueur, je trouve, qui pourrait grimper beaucoup dans les listes si le taux de réussite de ses actions augmente un peu. Mais bref, Brady Martin, allez voir ça. Puis, il joue pas dans une grosse équipe. Je pense que ça l'aide pas. Puis, il y a une couple de joueurs de même cette année que j'ai l'impression qu'on juge trop durement parce qu'ils sont mis dans une chaise où ils doivent être le meilleur joueur alors que c'est plus, désolé je rote, alors que c'est plus un profil de joueur complémentaire. Pour compléter mon top 32, Carl Anborn, qui aurait honnêtement pas dû être là, je vous ferai pas de cachette. Là. Je pense pas que c'est un gars qui va sortir en première ronde. Là. Je pense qu'il va sortir en troisième ronde honnêtement, mais en fait, la raison pour laquelle je l'ai là, c'est que c'est un des défenseurs que j'ai trouvé le plus fiable
jusqu'à présent cette saison. Belle projectabilité pour être un 5-6e défenseur. Il est fiable, il est robuste, il est mobile. 6 pieds 1, droitier. Moi, c'est un profil qui me plaît beaucoup, mais on s'entend, il en montre pas suffisamment offensivement en ce moment pour justifier une sélection dans le top 32. Puis, ce qui m'amène au prochain sujet, parce que la raison pour laquelle j'ai quelques noms obscurs dans mon top 32, bon, évidemment, on parle des Drott, Hanborn et compagnie. C'est juste que c'est des choix safe, des joueurs qui n'ont pas déçu dans tous les visionnements que j'ai eus, mais des joueurs au plafond limité, mais au plancher intéressant, comme je disais, qui ont passé devant des joueurs au talent visiblement beaucoup plus élevé, mais autour de qui, je vois des drapeaux rouges ou qui ont tout simplement déçu lors de mes visionnements. Puis je vous en parle de quelques-uns parce qu'il y a beaucoup d'omissions dans mon top 32, puis je trouve important de l'adresser. Le premier, en fait, l'éléphant dans la pièce, William Moore, le gros centre du NTDP, qu'on a vu là dans à peu près tous les top 15, voire même top 12. Je pense qu'il est 11e dans la liste de McKenzie, si je me souviens bien. Gros centre avec tous les outils, mais que j'ai trouvé excessivement lâche durant mes visionnements. En fait, c'est simple. Pour les vieux punk, Will Moore, il a tout pour être les 2 premiers albums de Reset, juste en termes de titre, là. No Worries puis No Limits. Mais pour l'instant, il y a un album qu'ils ont fait un peu plus tard, No Intensity. Ensuite, Jacob Izvozniak, que j'avais dans mon top 10 il y a quelques mois, ailier de 6 pieds 3, même combat que Will Moore. Je le trouve vraiment lâche et sans intensité. J'ai aucun intérêt pour ce genre de joueur-là, personnellement, malgré les gabarits et les outils intéressants. Un peu la même chose, non, c'est un peu différent, mais Charlie Trethaway, pour qui j'avais beaucoup d'attentes en ce début de saison, défenseur droitier, robuste, 6 pieds 1, jouant pour le NTDP, mais j'ai des gros doutes sur son sens du jeu, en fait. Il n'a pas toujours l'air de comprendre ce qu'il fait ou ce qu'il doit faire. Le genre de gars qui a acheté WinRAR, là, en tout cas. Ensuite, Radim Murteka, que vous avez peut-être remarqué, qui n'était pas là-dedans, qui n'était pas dans mon top 32, alors qu'il est dans le top 20 à peu près partout. Radim Murteka, défenseur droitier de 6 pieds 6, qui, c'est ça, on voit absolument partout, mais sa mobilité m'impressionne pas. Je trouve qu'il panique souvent avec la rondelle, puis je trouve son jeu en zone neutre cringe par moment. Les outils, foutument intéressants dans le cas de Merteka, mais honnêtement, il m'a vraiment pas impressionné dans mes derniers visionnements de lui. Ensuite, Sacha Boumedienne, défenseur de 6 pieds 2, que lui aussi, à chaque visionnement, c'est un peu une déception. Les outils sont là, il pourrait regrimper. Mais en fait, souvent, je trouvais qu'il tentait de trop en faire, puis ça donnait absolument rien. Personnellement, il me gagnerait s'il jouait de manière un peu plus efficace. On va voir. Ensuite, Luka Radivojevic, un petit défenseur. C'est pas ma tasse de thé. Melvin Novotny, que honnêtement, plusieurs ont en haute estime. Je l'ai vu début de 2e, fin de première ronde à quelques endroits. Mais honnêtement, j'ai rien vu de tout ça à date. C'est un des joueurs que j'ai classé le plus bas parmi les comme 80 quelques joueurs que j'ai checké à date. Je suis peut-être juste pas tombé sur bonne game, mais à date, Novotny m'impressionne fucking pas. En fait, la seule game qui m'a impressionné, j'ai checké un autre gars qui s'appelle Novotny. Je me souviens plus de son prénom, désolé, mais c'est un espoir éligible l'an prochain. Puis lui, je l'ai vraiment trouvé bon. Mais Melvin, lui qui est éligible cette année, pas trippé à date. Puis ensuite, les 2 prochains, je pense que si vous suivez moindrement leur pêchage, vous savez que c'est plus des noms vraiment d'actualité, mais que j'ai vu encore classés en première ronde, notamment dans des mock drafts. En tout cas, c'est Victor Klingsel et Max Verstergaard, 2 joueurs de périphérie qu'on avait beaucoup sous la loupe lors du Linka, mais des petits joueurs de périphérie, c'est pas mon genre, sont pas classés par Elite Prospects non plus. Typique joueur qui domine junior en Europe, mais dont le jeu est peut-être peu transposable. Mais tu sais, ça peut changer, peut-être qu'ils vont se mettre à être tellement dominants qu'ils vont justifier une sélection en première ronde, mais pour l'instant, Klingsel et Westergaard, pas convaincus. Sinon, dans les oubliés, il y a d'autres joueurs qui ont manqué le top 32 de peu.
principalement par manque de visionnement, je dirais, pas par déception. Les deux premiers noms que je veux parler, c'est Bill Zonon dans la LHJMQ, puis Dakota Rio Mullen. Deux joueurs que j'aime beaucoup, sauf que j'avais seulement qu'un visionnement de tracker dans ma machine à saucisses, fait que je ne pouvais pas justifier de les classer dans mon top 32. Mais surtout Dakota Rio Mullen, attendez-vous de le voir classé. Je dirais peut-être autour de entre 25-32 d'ici les prochaines semaines quand je vais rajouter des visionnements. En fait, c'est simplement qu'il évolue dans la NCAA et sa saison vient tout juste de commencer. Fait que j'avais pas pu justement mettre quelque chose sous la dent. Mais vous voyez, Elite Prospects l'ont en fin de première ronde, justement. Ensuite, Keyshawn Aitchison et Émile Guité, deux joueurs que j'aime beaucoup, puis que je m'attendais à voir dans ma première ronde, mais qui ont malheureusement connu un mauvais match parmi les matchs que j'ai trackés d'eux, ce qui fait que ça leur a fait mal, puis ça les a fait glisser tout juste en dehors de mon top 32. Ceci étant dit, ça va s'équilibrer quand je vais ajouter des visionnements dans mon fichier de classement. C'est ça, c'est qu'en ce moment, j'ai juste pas assez de games de checker d'eux autres pour que tout ça s'équilibre puis que les mauvaises games perdent en importance. Mais Keyshawn Aitchison et Émile Guité, deux gros candidats pour rejoindre mon top 32. Puis ensuite, deux noms là, que vous avez peut-être en tête, mais qui sont juste carrément comme 33e puis 34e dans ma liste. C'est Cole Reshney puis Philip Ekberg. Philip Ekberg, moi, je l'ai pas tant bien dit. C'est pas que je les aime pas, c'est juste que c'était les prochains sur la liste. Puis juste pour revenir un peu là, sur la liste de Elite Prospects, McQueen deuxième, définitivement un choc. Mais pas tant surprenant non plus considérant le profil du joueur. Je réitère, centre de 6 pieds 5 pouces, hyper agile. Puis la production qu'il connaît en ce début de saison, puis sachant qu'un recruteur sondé par McKenzie l'avait au premier rang, tout ça mis ensemble fait que je peux comprendre pourquoi il est deuxième présentement. Mais pour moi, les deux gros chocs, c'est les chutes de Anton Frondel au 15e rang et Ivan Ryabkin au 12e rang, alors que pratiquement tout le monde les place dans le top 7 et qu'on parle d'un top 7 pas mal consensuel. On voit qu'il shake déjà à cabane avec ça. Frondel détonne particulièrement du classement de McKenzie, qui l'avait 3e. Pour ma part, Frondel, j'en parlais un peu, c'est pas mon préféré, mais je reconnais le talent, je reconnais l'upside et l'attrait que les équipes pourraient avoir pour un joueur de la sorte. Mais comme je disais, pour ma part, je ne l'avais pas baissé simplement parce qu'il n'avait pas joué encore cette saison. Mais je pourrais le voir là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, s'enligner peut-être plus vers le 8e, 9e rang dans mon classement. Mais on va laisser la chance aux coureurs. Parce que c'est ça, pour l'instant, je pense que si j'avais à repêcher 5e, je trouve que c'est trop tôt pour Frondel, personnellement. Surtout avec ce qu'on a vu des kids de la OHL en ce début de saison. Mais c'est ça. Je vois pas qui pourrait tant prendre sa place dans le, mettons, autour du... évidemment, McQueen, Ryabkin, je pense, peuvent le dépasser assez facilement. Mais si on parle que Frondel mérite d'être plus autour du 8-9e rang, honnêtement, je sais pas trop qui je veux mettre à sa place devant lui. Peut-être Jackson Smith, we'll see. Mais c'est ça. Puis Ryabkin, lui aussi, je comprends sa chute. Il a perdu quelques plumes dans mon classement aussi. Mais c'est ça, j'en parlais. Début de saison très décevant en MHL. Mais il est encore tôt. Les outils sont assurément plus qu'intéressants dans le cas d'Ivan Ryabkin. Donc, on va suivre ça de près. Sinon, le gros choc, c'est Jackson Smith, 7e. On n'a pas vu ça nulle part. Mais lui aussi, je vous en parle dans quelques minutes du beau Jackson. Lyndon Lakovic, 9e, surprise également dans le monde, mais moi aussi, je l'ai à ce choix-là, ce rang-là, ou je l'ai un rang plus loin, bref. Fait que, pas une surprise pour moi. Agréable surprise, en fait, pour moi, je devrais dire. Ensuite, Braden Coots, l'autre grosse surprise, 10e, définitivement surprenant. Il est 19e, toutefois, sur la liste de McKenzie, fait qu'on voit qu'il y a de l'intérêt quand même pour ce genre de joueur. Mais vous avez peut-être pas tant entendu parler de lui avant aujourd'hui. Cameron Schmidt, également 13e. C'est quelque chose, ça aussi. En fait, je comprends parce que Schmidt, 5 et 8, très rapide, bon marqueur. Un des joueurs les plus fun à regarder cette saison. Mais comme je disais, 5 et 8. Fait que 13e, c'est haut. Considérant aussi que les prospects ils ont exclu Benak de leur top 32, puis également Potter et d'autres joueurs de même. Fait que je comprends l'intérêt pour Schmidt. Mais c'est ça, je comprends pas pourquoi Benak a été exclu, mais bref. Puis William Moore, 23e, je trouve ça intéressant.
définitivement plus bas que la moyenne. C'est comme je disais, on le voit souvent autour du 11e ou 12e rang. Mais c'est ça, c'est pas aussi bas que moi. Mais je pense qu'ils retiennent la chute de Moore, de ce que j'ai compris, parce qu'il y a vraiment tous les outils pour devenir un choix top 15. Mais présentement, ça débloque pas. Mais bon, je pense qu'il y a encore beaucoup espoir. Parce que, bon, c'est ça, la saison est jeune, là, il y a à peine quelques semaines de jouer. Là. Je pense qu'il y a deux matchs Moore de jouer jusqu'à présent cette saison. Fait que, évidemment, tout peut changer de bord, mais c'est ça, moi, j'ai pris une approche différente. Moi, le monter, ça me fait plaisir de le monter, William Moore, mais je vais le monter, mais qui me prouve que c'est un joueur de hockey comme Caleb Desnoyers. Tu sais, au mérite, il y en a beaucoup d'autres qui méritent d'être devant lui. Tu sais, je parlais Carter Bear, Benjamin Kevin, Jack Murtaugh, Brady Martin, Brandon Coots, Cameron Schmidt. Tous des joueurs qui, au mérite, sont loin devant William Moore pour moi cette saison. Donc voilà, ça fait le tour de mon top 32. Place maintenant à vos questions en lien avec le repêchage 2025. D'ailleurs, si t'es pas abonné à ma page Facebook, je t'invite à le faire parce que c'est là où les belles discussions se passent. Première question nous vient du vénérable Mathieu Dérive Ignon, je sais pas si c'est le même ça se prononce, qui nous demande « Pourrais-tu nous parler de Jackson Smith? » J'ai pas l'impression qu'on a entendu beaucoup son nom. Il est classé top 10 dans le classement d'Elite Prospects. On est tous là pour ça. Je dois avouer que me donne une petite tape dans le dos et ça, là. J'ai commencé à vous dire surveiller Jackson Smith dans les tout débuts du podcast. Ça fait peut-être 1 an et demi, peut-être que je vous parlais là, de Jackson Smith. Puis il commence à faire écarquiller bien des yeux en ce début de saison. Quand j'ai sorti mon classement, je me trouvais quand même fucking wild d'avoir classé Smith 18e, considérant qu'il n'était pas sur aucune liste top 32. Mais je dois avouer que je suis quand même resté conservateur à ce moment-là parce que c'est ça, je trouvais déjà mon classement assez funky. Mais c'est ça, finalement, Elite Prospects, 7e sur leur liste, ce qui a assurément fait beaucoup de brou. Pas autant de brou que Michel Côté, Marc Messier puis l'autre, là, mais Jackson Smith, défenseur gaucher, 6 pieds 3, 190 livres. Ce n'est pas un late qui est né en mai 2007. Il évolue pour Tri-City dans la WHL. Puis la raison pour laquelle j'avais nommé Smith il y a quelques saisons de ça, c'était justement en raison de son combo gabarit puis patin. Smith, c'est un patineur extrêmement fluide qui aime beaucoup se porter à l'attaque également. Sauf que, initialement, c'est un joueur que je trouvais qui faisait beaucoup d'erreurs. Un défenseur capable du meilleur comme du pire. Mais le potentiel a toujours été intéressant dans le cas de Jackson Smith, oui. Puis je dois avouer, même moi qui l'ai à l'œil depuis environ 2 ans, je dois dire qu'il surpasse mes attentes en ce début de saison. Parce que, puis je dirais même que depuis le Linka, j'ai trouvé la progression très intéressante. Puis le Linka, ça fait pas si longtemps que ça, tu sais. Je le trouvais très éparpillé. Mais là, lors de mes 2 dernières games visionnées en WHL, j'ai trouvé comme qu'il jouait comme un vétéran, très solide défensivement, puis capable de supporter l'attaque également. Je vous lis en fait ce que j'avais écrit après mes visionnements. Tout d'abord, lors de mon visionnement du Linka, mon plus récent, j'avais écrit « Smith est loin d'être l'espoir le plus raffiné, mais le profil est très intéressant. C'est un bon patineur, il a un excellent tir de la ligne bleue, puis il est capable d'amener des rondelles au filet. Il apporte beaucoup de robustesse, il a un bon gabarit, 6 pieds 3, 190 livres, pas late, mais les crampes au cerveau sont fréquentes, c'est parfois difficile défensivement puis en relance. Il y a plusieurs pertes de rondelles durant cette partie-là, puis il a parfois été pris hors position. Mais avec du raffinement, j'aime le projet. Un genre de Logan Mayou, point d'interrogation. Fait que, vous voyez le genre, à noter que Smith jouait sur son côté faible durant cette partie. Ceci explique peut-être cela, partiellement. Mais à l'inverse, voici mes commentaires suite à mes 2 plus récents visionnements dans la WHL. Vous voyez qu'il y a une grosse progression. Tout d'abord, Smith a été fantastique défensivement durant cette partie. Son gap control et sa récupération étaient très solides, puis contrairement à d'autres espoirs visionnés cette saison, il protégeait bien la rondelle, ressortait gagnant de ses batailles, puis effectuait une bonne relance efficace. C'est un patineur très fluide. Je l'ai trouvé très calme avec la rondelle durant cette partie aussi. Il a réalisé des passes simples, mais très sharp. Il a décoché quelques très solides tirs de la pointe. Sans dire qu'il deviendra défenseur numéro 1, je crois qu'il y a tout
donc le jeu two-way, le patin de gabarit, pour devenir un deuxième défenseur dans la LNH. Ensuite, visionnement suivant. Autre match solide de Smith, sa mobilité est incroyable. Je l'ai trouvé très bon contre le rush, excellent en breakout. Il y a eu quelques bonnes récupérations de rondelles et quelques bonnes incursions offensives également. Plus je le regarde, plus je crois qu'il pourrait devenir un défenseur numéro 2 two-way dans la LNH. On voit ça suit. Je critique toutefois son manque de sentiment d'urgence à l'occasion. Il a été soft sur quelques replis. Fait que, puis j'écoutais aussi Mitch Brown de Elite Prospects, puis ce qu'il avait à dire, c'était pas mal dans ce sens-là aussi, puis qui explique pourquoi ils l'ont en aussi haute estime. J'ai fait un test. Mettons que je garde juste les 2 dernières games dans mon fichier d'évaluation, les 2 dernières games de Jackson Smith, puis que j'enlève la game du Linka où je le trouvais éparpillé. Jackson Smith tombe 9e dans mon classement. Ça veut donc dire que plus je vais ajouter des visionnements de la sorte dans mon fichier d'analyse, donc plus que je vais ajouter des bonnes games de Smith, plus mon classement pourrait se rapprocher de ça. Donc, plus qu'on va avancer en saison, moins que les parties plus faibles du Linka vont compter, parce que non seulement je fais une moyenne des games, mais chaque game est pondéré selon le temps de l'année, parfois même l'enjeu de la partie ou le calibre qu'il affronte. Présentement, cette game-là du Linka compte pour moins de points que les 2 games de saison régulière, sauf que l'écart de poids est encore négligeable pour l'instant. Plus on va avancer en saison, plus les games vont peser fort dans l'évaluation. C'est un peu le but de mon fichier ici. Là. Aussi, ça j'en ai pas parlé, mais mon classement, il a déjà bougé, en fait, depuis ma plus récente publication, simplement parce que je l'ai encore raffiné, puis je vais continuer de le raffiner. J'apporte beaucoup de modifications à ma plateforme. Je suis presque rendu à la version 10, mais pas tout à fait la version 10. Là, j'appelle ça présentement The Platform 9 3/4. En tout cas, référence à Harry Potter. Nevermind. J'ai ajouté, en fait, depuis la publication, des bonus pour certains types de joueurs. Présentement, mon fichier récompense beaucoup les joueurs complets, puis c'est correct parce que c'est ça mon type de joueur, puis c'est ça que je vise. Mais je veux donner un boost aux joueurs offensifs, mais complets. Évidemment, ça se reflète déjà dans mon évaluation, mais bref, tout ce qui est classé Playmaker, Goal Scorer, Power Forward va obtenir encore un petit boost supplémentaire par rapport à un joueur Grinder ou peut-être même Two-Way. Puis même chose à défense, où présentement, je vais récompenser encore plus un joueur two-way versus un stay-at-home. C'est, comme je disais, un peu déjà forcément le cas dans mon fichier parce qu'il y a une évaluation, oui, de skills actuels, mais également de projection de plafond. Sauf que je veux rajouter une couche pour vraiment démarquer les joueurs qui ont un upside offensif et qui sont complets. Jackson Smith il est présentement catégorisé comme un défenseur two-way par mon fichier, puis c'est une évaluation qui est faite automatiquement selon les skills que je rentre. Fait que là, ça aussi, ça a contribué un peu de le monter dans mes classements. En fait, il a monté quelques rangs, il est rendu 16e juste avec cette petite modification-là. Bref, je voulais vous en faire part parce que je veux jouer de transparence, en fait, durant toute la saison avec vous. Vous parlez de mes visionnements, vous parlez de mes classements et de comment ma méthodologie également, je pense, qui est non orthodoxe. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Mais c'est ça, c'est important de pas écarter trop rapidement les matchs plus décevants du Linka qu'il y a eu cet été. Je n'oublierai jamais cet été qu'on a passé. Je te le jure, never forget. Merci Mathieu pour ta question. Ensuite, Gabriel, je te demande, quels sont les défenseurs droitiers intéressants? J'ajouterais, vous avez été plusieurs à poser des questions similaires, fait que je vais ajouter également la question de David Poirier qui demande quels sont les défenseurs droitiers qui sont susceptibles de sortir dans la première portion de la première ronde. Il y en a qui grimpent presque à chaque saison, puis avec la blessure à Reinbacher, je me demande si le CH pourrait regarder cette option attentivement. Puis j'ajouterais aussi la question de Mathieu Lheureux. Sans avoir un Landon DePont dans la QV 2025, aurait-il un défenseur susceptible de devenir défenseur numéro 1 avec les sélections de Demigod et de Hage en 2024 et la progression de Reinbacher? J'ai l'impression que c'est la dernière chaise à combler avant de considérer le CH comme un futur club potentiellement contender. Pour le premier segment de la question de Mathieu Lheureux,
Le seul que je pense qui a pour l'instant le potentiel de défenseur numéro 1 dans cette QV, c'est Matthew Schaefer, que j'en ai parlé tantôt. Patineur exceptionnel, bon gabarit, bonne vision. Qui peut jouer autant, qui est très offensif, mais qui peut jouer défensif aussi. Mais il est gaucher, donc c'était juste pour la première portion de la question. Au niveau des droitiers, qui rejoint les 3 questions, évidemment, ne jetons pas la serviette dans le cas de Reinbacher. De grâce, partons pas en peur, on se calme le sexe, les gars. Mais oui, je pense qu'il manque un défenseur droitier avec un potentiel top 4 dans l'organigramme du CH. Bon, évidemment, Reinbacher, Mailloux, Barron, il y a des candidats intéressants, mais présentement, il n'y a personne qui a fait sa preuve dans la LNH. Puis Barron, on est sur le bord de jeter la serviette. Fait que c'est ça. Il y a des beaux candidats pour le CH dans cette QV-là, principalement avec le choix des Flames, même s'il devrait être le choix des Panthers. Là, en tout cas, je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Le premier candidat que je veux vous parler dans les défenseurs droitiers, c'est Logan Hensler, l'Américain de 6 pieds 2, 196 livres, qui est le plus intéressant du lot en ce moment, mais qui est aussi lui qui a la meilleure certitude, je crois, de jouer sur un top 4. Pas tant offensif, mais il est amplement en mesure de supporter l'attaque. Fait que j'ai pas écouté ses matchs cette saison, là, comme je disais, là, parce que je pense que sa saison vient tout juste de commencer en NCAA. Mais s'il a amélioré son patin par rapport à l'année dernière, je pense qu'il va être un gros candidat pour compléter le top 4 du CH, mais je pense qu'il va sortir top 10, comme je disais tantôt. Il est gros, il est bon défensivement, c'est un choix très safe, il a un bon lancer, une bonne première passe. Tu sais, c'est le genre de def que les équipes vont aimer. Puis c'est ça, je pense qu'il va partir trop tôt pour le deuxième choix du CH, puis que s'ils veulent, il va falloir qu'ils le prennent avec leur propre choix. Mais présentement, c'est le meilleur défenseur droitier de la QV, Logan Hensler. Sinon, le défenseur droitier que je pense qu'il a le meilleur plafond offensif, j'en parlais tantôt, Alex Wang, 6 pieds, qui joue pour les Saguenayens. Magnifique patineur, très dangereux en zone offensive puis en transition. Qui a des lacunes défensives, même si ça s'est amélioré. Mais je suis pas sûr que c'est le profil dont le CH a besoin, vu la manière dont Lane Hudson joue présentement. Je pense qu'on a plus besoin d'un gars... oui, excellent patineur, ça c'est une condition sine qua non, mais un gars un peu plus défensif et robuste, je crois. Un autre dont on entend beaucoup parler, mais que je veux tout de suite enlever de l'équation, là, c'est le défenseur offensif droitier Luka Radivojevic, 5 et 10. Personnellement, je suis pas vendu, je l'ai en deuxième ronde. On entend aussi beaucoup parler de Charlie Trethewey, 6 pieds 1, très robuste, mobile, avec des beaux flashs défensifs, puis un beau potentiel offensif également. Il y a un gros lancer puis tout, que je pense qu'il va grimper beaucoup dans les listes, là, quand on parle justement des défenseurs droitiers qui vont grimper. Je pense que Charlie Trethewey est le candidat numéro 1. Mais personnellement, j'ai des gros red flags autour de son sens du jeu, comme je disais tantôt. Il est présentement hors de mon top 32, mais il pourrait leur percer là, s'il réussit à atténuer les craintes que j'ai. Il y a ensuite le trio des gros défenseurs droitiers. Blake Fiddler, 6 pieds 4, 207 livres. Carter Amico, 6 pieds 5, 205 livres. Et Radim Murteka, 6 pieds 6, 198 livres. Mon préféré des trois, c'est présentement Amico. C'est le plus profil stay at home, je dirais, des trois. Parfois difficile contre le rush, mais je le trouve fiable dans sa zone, très solide, bon bâton actif, évidemment très longue portée. Mais ce que j'aime de lui par rapport aux deux autres, c'est sa récupération de rondelles et sa relance. Écoute, très transposable dans la LNH. Ce qui m'amène justement à Murteka, que même si j'aime les outils, je trouve qu'il y a énormément de misère avec la rondelle sur sa palette puis de la misère à relancer l'attaque. En plus d'avoir de la difficulté en zone neutre, mais écoute, à 6 pieds 6 droitier, tout le monde va se garrocher là-dessus, c'est certain. Puis bon, il y a encore le temps là, de se développer, on s'entend. C'est un projet et un foutu beau projet. Puis le troisième, Blake Fiddler, qui est celui, à mon avis, qui a le meilleur plafond des trois, puis qui risque de terminer le plus haut des trois dans mon classement, là, mais j'en parlais tantôt. J'ai juste manqué de visionnement, je pense, pour qu'il grimpe un peu plus dans mon visionnement. C'est le plus petit des trois, à 6 pieds 4, mais c'est pas petit. 6 pieds 4, on s'entend, droitier en plus. Très mobile. Puis je pense que c'est lui qui a le meilleur upside offensif des trois également. Probablement le seul là, que je catégoriserais peut-être de two-way éventuellement. Est-ce qu'il va être le meilleur candidat des trois pour jouer sur un top 4? Peut-être. Blake Fiddler, retenez ça comme nom. Je pense présentement c'est le seul que je verrais peut-être jouer sur un top 4. Sinon, j'aime beaucoup Carl
Unborn dans les droitiers. 6-1, pas un candidat pour sortir en première ronde, pas un candidat pour juste un top 4, je crois, mais je l'ai présentement 32e, là, j'en parlais tantôt. Un joueur très fiable défensivement. Fait que bref, pour répondre à la question, qui pourrait jouer sur un top 4? Présentement, je vois juste Hensler, peut-être Blake Fiedler. Puis, Alex Wong, ça reste à prouver, mais c'est un profil beaucoup plus offensif. Puis je sais pas si c'est ça que le CH cherche, mais ça serait très le fun d'avoir un Québécois à Montréal. Sinon, on a une question du perchiste dans le film Plaxmol. Comment décrirais-tu la QV 2025 et comment la comparerais-tu avec 2022, 2023 et 2024? Merci le perchiste dans le film Plaxmol pour ta question. En fait, si on remet d'abord en contexte les autres QV dont il est question ici, 2024, consensus au numéro 1 avec Celebrini. Puis ensuite, il y avait un bloc de 10, 12 ou 15 joueurs, selon à qui qu'on demande, qu'on pouvait, là, comme je disais dans le temps, mettre dans un chapeau puis tirer dans à peu près n'importe quel ordre, qui était le tiers qui suivait. Puis il y avait un autre bon tiers par la suite qui était quand même assez profond. QV, je trouvais aussi excessivement profonde à la défense. Beaucoup de défenseurs droitiers mobiles de 6 pieds 3, on se rappelle. Puis c'est ça. Évidemment, bon, beaucoup de défenseurs aussi dans le top 15. Là. Fait une grosse cuvée là, de défenseurs. Puis c'est une cuvée qui me rappelait justement 2008, qui avait Stamkos en tête de liste, mais beaucoup de gros défenseurs solides. Les Doughty, Pietrangelo, Carlson sont sortis de ce draft-là. Sauf que là, la différence avec 2024, c'est qu'il y a un Demidov comme cerise sur le top. Chose qu'il n'y avait pas en 2024. Il y avait Jordan Eberle, mais en tout cas. 2023... j'ai dit 2024, 2008, pardon, pour ce lapsus. En 2023, il y avait 2 talents de franchise en Connor Bedard et Matvei Michkov. 2 énormes centres complets par la suite en Adam Fantilli et Leo Carlson. Ensuite, Will Smith, Ryan Leonard, David Reinbacher. À mon avis, après, il y avait une méchante drop. Je suis pas convaincu encore des Dvorsky, Jaeger, Wood et compagnie. Simachev, Boot. Mais c'est ça. Le top 6-7 de 2023 va peut-être mériter d'être dans les mêmes discussions que 2015 et compagnie, mais pour la suite, ça reste encore à prouver. 2022, c'était intéressant, il n'y avait aucun consensus au numéro 1, mais il y avait 3 attaquants au profil complètement opposé, Slavkovski, Logan Cooley et Shane Wright. Puis on peut rajouter également à la conversation Simon Nemeth et Jiříček, les 2 défenseurs. Il n'y avait aucun joueur identifié comme étant élite si on se remet dans les bottines de l'époque. Mais c'est un repêchage que je trouve qui a quand même une belle profondeur, qui avait beaucoup de joueurs talentueux au plus petit gabarit. Donc, Nazar, Lekirimaki, Ostlund, Kemmel, Messar, Furcus, etc. Ou qui avait des joueurs au plafond plus limité, mais au beau plancher. Casper, Geeky, McGroarty, Snuggerud, Gaucher, Bisted, Ogren, Beck, etc., etc. Dans les petits joueurs, on peut ajouter Lane Hudson et Seamus Casey également. Fait que bref, je dirais qu'à première vue, puis ça a le temps d'évoluer, là, on s'entend, on est juste en octobre, la QV 2025 me fait penser à un hybride entre 2022 et 2023, donc un top 5 au potentiel historique comme 2023, à la différence qu'il n'y a pas de talent possiblement générationnel comme un Connor Bedard, mais il y a quand même un talent élite en James Higgins. Puis je pense que la profondeur est un peu intrigante à la 2022. Donc, un mix de petits bonhommes talentueux, puis de gros bonhommes au plafond limité. Mais c'est ça, je pense pas que ça soit une profondeur comme qu'on voyait en 2024. Pour le plaisir de pousser l'exercice, la QV 2025 me fait aussi penser à 2013. On parle présentement que certains joueurs pourraient voler le premier rang à James Higgins. Je pense que bon, ça va devenir unanime là, que c'est James Higgins d'ici la fin de la saison. Mais on a vu ça également avec McKinnon en 2013. Il y en a qui voyaient Jonathan Drouin être le premier choix en début de saison. Mais ensuite, c'est ça, les choix qui suivent le premier overall, c'est vraiment pas des prix de consolation piqués des verres. Un peu comme Fantilli, Carlson et compagnie en 2023. En 2013, on parlait de Barkov, Drouin, Monahan, Lindholm comme, en parenthèse, en guillemets, prix de consolation. Je pense que cette année, avec les Martone, Misa, McQueen, on pourrait parler de ce genre de prix de consolation-là également. Plusieurs gros centres, plusieurs centres complets, encore là, comme cette année. Puis ça tombe ensuite quand même rapidement à des joueurs plus petits qui dominaient juniors sur la scène internationale. Domi, Shinkaruk, Petan, Camarata,
Tyler Camarata, le meilleur pointeur des 20 dernières années dans la USHL pour les joueurs à leur première année d'admissibilité au repêchage de la LNH, devant Kyle Connor, Johnny Gaudreau et compagnie. Ça, j'ai sorti ça grâce à Elite Prospects Premium. Camarata, 93 points en 59 parties, mais 5-7, puis il n'a jamais joué un seul match en LNH. Est-ce que ça attend Adam Benak, qui fait lui aussi 5-7 et qui évolue lui aussi en USHL? Merci Perchis pour ta question. Toujours apprécié de discuter avec toi. Ça n'a pas rapport, mais tout ça m'a fait penser que Taro Tsujimoto, le joueur fictif repêché par les Sabres en 74, a cette année 69 ans. En fait, il a 69 ans présentement. C'est sa fête en novembre. C'est un overager. C'était un overager, je devrais dire, au moment de son repêchage. Ensuite, Mathieu Harvey qui demande: penses-tu qu'ils vont faire un esti de draft plate avec personne sur place pendant bien longtemps? Oui. Il y a la pieuvre dans les Boys, The Boys, en fait, pas les Boys, The Boys, pas le film de hockey, plutôt le film avec la zoophilie, qui dit: avec les succès de Hage dans la NCAA, de Harrison Brunick et de AJ Spilessy, qui ont grandement impressionné lors des camps d'entraînement de la LNH, qui étaient 3 de tes gros coups de cœur l'an dernier, qui étaient plus haut sur ta liste que sur toutes les autres listes, es-tu fier de toi? Yup! By the way, Spilessy, insane. Fourette. Il y a Jonathan Ouellette qui demande: ça serait quoi pour l'instant, à ton avis, le top 10 du draft qui aurait le meilleur plafond pointeur? Donc, on exclut les gars two-way et les défenseurs de cette réflexion-là. En fait, Jonathan qui ajoute: j'imagine le gros top 5 déjà, Higgins, Martin, McQueen, Missa, Ryabkin. C'est quoi les 5 suivants à ton avis? Donc, excellente question, Jonathan. J'ajouterais aussi Frondell, peut-être, au candidat le plus safe. Je vais exclure des gars comme Carbonneau, Desnoyers, Spence, Lakovic. Je pense que ça peut devenir d'excellents producteurs dans la LNH. Sauf que c'est ça, des gars très skilled, mais je pense que c'est l'ensemble de leur jeu qui va faire qu'ils vont être très productifs. Mais si on parle vraiment de talent brut, ben le premier qui me vient en tête, évidemment, Adam Benak, là, j'en parle à outrance, mais attaquant 5-7, boom or bust, mais très dynamique, créatif, peut-être un peu trop créatif même, puis qui joue avec un certain chien malgré son gabarit, quoique je pense qu'il va frapper son mur dans pas long. Mais il serait, c'est ça, surprenant de le voir sortir en première ronde, mais en termes de potentiel offensif et de potentiel fantasy, je pense que c'est un des rares joueurs de cette cuvée-là, en dehors, là, c'est ça, du top 5 qui s'installe, qui pourrait faire point per game si tout clique. We'll see. Ensuite, Victor Eklund, le frère de l'autre, qui est l'autre candidat évident à mon avis. J'en parlais tantôt, 5-10 ou 5-11, rapide, dynamique lui aussi, que je pense que c'est une version améliorée de son frère, c'est pas peu dire. En termes de talent, je pense que Victor Eklund est un clair candidat top 10 dans cette cuvée. Plus safe que Benak également. Ensuite, Émile Guité, qui pourrait lui aussi être un gros amasseur de points au prochain niveau. Son tir est parmi les meilleurs de la cuvée, puis c'est un joueur qui est très créatif avec la rondelle également, fait que à suivre dans le cas d'Émile Guité. Je parlais aussi de Conrad Fondrick du programme de développement américain tantôt. Un autre qui a beaucoup d'outils intéressants, un bon lancer, un bon patin, du bon dynamisme, mais que présentement, les jeux débouchent rarement. S'il réussit à mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, je pense qu'il pourrait devenir une arme offensive très intéressante, mais on n'est pas là encore. J'ajouterais peut-être Benjamin Kevin qui joue en USHL, j'en parlais lui aussi, un des attaquants les plus rapides de la cuvée, 6 pieds, que j'ai vraiment été impressionné par son playmaking, mais également par son lancer. Puis aussi, ça, ce qui fait que je l'aime beaucoup, il est très rapide, mais il a un bon tir en mouvement aussi. Puis ça peut être vraiment une arme fatale. Surtout, c'est ça, si tu réussis à le faire jouer autant en power play qu'en désavantage numérique. En désavantage numérique, Ben Kevin va être un tannant. Sinon, en termes de talent brut, il y a une chier de joueurs de 5 et 9 et moins, là, les Potter, Mooney et compagnie. Mais c'est ça, un peu comme Benak, beaucoup d'incertitudes dans ce genre de profil-là. Puis j'ajouterais 2 petites cartes cachées aussi là-dedans. Deux joueurs que je pense qu'ils vont sortir tard, très tard même, mais qui pourraient avoir un certain potentiel boom or bust. C'est 2 joueurs que je trouve que c'est des bons fabricants de jeux, mais qui font 5 et 10, 5 et 11. Mais écrivez ce nom-là sur un petit bout de papier. Vit Zahayski et Mikkel Eriksson à suivre.
Ensuite, il y a Max Legris qui demande top 3 persos des joueurs late pick, mais talent potentiel de top 20 qui sera oublié en première ronde. Ben, il est évidemment trop tôt pour se prononcer sur ce genre de choses-là, Max, surtout qu'il n'y a pas encore de consensus qui semble s'installer. Puis comme je disais tantôt, Elite Prospect, je pense qu'ils ont vraiment shaké à cabane avec leur classement. Puis je pense qu'on risque de voir les choses beaucoup bouger au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. Mais des gars que je pense qu'ils vont être sous-estimés si on se projette dans le temps. Ben Kevin, je viens d'en parler, je l'ai en haute estime. Je pense qu'il va être négligé. Patin élite, gros dual threat. Puis, ben, Eddie Genborg aussi, un écoute de cœur que je classe très haut, mais que je serais excessivement surpris de voir dans les top 32. Mais à 6 pieds 2, avec le patin qu'il a, le lancer qu'il a, puis l'agressivité qu'il a, Genborg, pour moi, il a tout pour réussir dans la LNH. Ensuite, Zaché, qui va d'une question intéressante. Qui sont les jumeaux éligibles au repêchage de cette année? Funny enough, Zaché, il y a 3 duos de jumeaux, à ma connaissance, éligibles cette année, dont 2 qui sont allemands, 2 duos, pas 2 jumeaux, 2 duos allemands. Les premiers, c'est Richards et Gustav Griva, 2 attaquants allemands de 5 et 11, qui sont probablement le meilleur duo de jumeaux du lot. Il y a aussi Fabio et Timo Kossé, un défenseur de 6 pieds 2 puis un attaquant de 6 pieds 3. Je me souviens plus qui est lequel. Je ne les ai pas checkés encore, là, mais je m'enligne là-dessus. Puis il y a Théo et Hugo Ostberg qui jouent en J20 en Suède. 2 attaquants de respectivement 6 pieds 1, 6 pieds 2. Donc des profils intéressants. J'ai juste checké, comme je disais, les jumeaux Griva pour l'instant. Mais les autres m'intriguent. Je vais creuser ça pour vous parce que je pense que c'est pertinent de savoir c'est qui les meilleurs duos de jumeaux. Il y a les jumeaux Griva qui dominent présentement le U20 allemand. 30 points en 12 parties pour Richards et 20 points en 12 parties pour Gustavs. Ils jouent avec Dustin Wilhoft présentement, un petit attaquant de 5 et 9 qui attirait honnêtement beaucoup plus mon regard que les 2 frères. Oui, il attire plus mon regard que les 2 frères Leband, mais aussi les 2 jumeaux Griva dont il est question présentement. Mais bon, Wilhoft, impressionnant, mais 5 et 9 dans une ligue junior allemande. On va modérer nos attentes un peu. Ensuite, Patrick Pelletier voulait que je fasse un top 5 des espoirs de chaque ligue. On va faire ça différent de ce qui est demandé ici. En fait, je pense que la question de Patrick a été posée avant que je sorte mon top 32. Fait que je vais vous nommer mes 5 espoirs préférés de chaque ligue ou chaque région là, qui n'est pas dans mon top 32 présentement. LHJMQ, moi y aller vite parce que je pense que vous les connaissez. Émile Guité, Bill Zonon, Zachary Morin, je triche un peu, Nathan Quinn, Mathéo Nobert, puis mention honorable également à Gabriel Daigle. En OHL, il y a 3 joueurs de Barrie que j'aime beaucoup, puis qui sont dans ma 2e ronde, et dont un qui risque de monter, mais Keshawn Aitchison, défenseur très robuste, bon potentiel two-way, qui devrait normalement percer mon top 32 d'un moment à l'autre. Ensuite, Shamar Moses, un gros grinder robuste avec un bon lancer. Et Evan Passmore, défenseur de 6 pieds 3, excessivement robuste et agressif. Ces 3 gars-là, moi, je les aime bien dans la OHL. J'ai eu la chance de les voir jouer en vrai. C'est peut-être pour ça aussi que je suis biaisé. Ensuite, Travis Hayes, qui joue avec Brady Martin, un joueur d'énergie qui pourrait monter dans les classements. Ruslan Karimov, là, je l'aime pas bien, mais c'est un bully au patin questionnable. Mais checkez-le, Karimov pourrait quand même être intéressant. Puis l'autre, c'en est un que j'ai pas écouté encore, mais qui a un profil vraiment intéressant, puis qui est très productif présentement, puis qui a le meilleur nom au monde, Jack Nesbitt. Centre, 6 pieds 4, 8 points en 5 parties pour Windsor. C'est un gars que je vais aller écouter, puis qui pourrait être un gars que j'aime bien. Qui sait, on va voir. By the way, Windsor, ils ont vraiment un line-up qui fait peur. Liam Greentree, 6 pieds 2, 214 livres. On s'en rappelle, repêché par les Kings au dernier repêchage, avec le choix que le CH a tradé pour s'avancer pour Michael Hage. À suivre. Ils ont aussi AJ Spellacy, 6 pieds 3, robuste, patine comme le vent, espoir des Blackhawks, shapé comme Sergent Cortez dans Time Splitters. Ils ont aussi Ethan Belchetz, que vous avez peut-être entendu parler, 6 pieds 4, 231 livres, mais il a 16 ans le kid, éligible en 2026, vu comme le prochain Eric Lindros, imagine. Ils ont aussi Ilya Protas, 6 pieds 4, espoir des Capitals, Ethan Martin, 6 pieds 4, Jack Nesbitt, 6 pieds 4, puis ça,
C'est juste leur attaquant. Fait que c'est 4 gars de 6 pieds 4, plus Greentree 6 pieds 2 et Spellsy 6 pieds 3. C'est tannant. Ensuite, en WHL, Cole Reshney, qui est mon prochain préféré du lot, boule d'énergie, petit gabarit. Nathan Bam, que j'ai pas beaucoup vu, mais 6 pieds 2 pouces, très productif en ce moment. Je m'attends de le voir grimper beaucoup cette saison. 8 points dans ses 4 premiers matchs. Peyton Kettles, énorme défenseur aussi. Jordan Gavin, fabricant de jeu cérébral. Puis je vais tricher pour le 5e choix. David Lewandowski, un Allemand qui a signé aujourd'hui avec Saskatoon, que j'ai vu au Linka, puis j'avais quand même bien apprécié. Bon gabarit. USHL, NCAA/NTDP. Bref, les États-Unis. Dakota Rio-Mullen est de loin mon préféré dans les choix que j'ai pas dans mon top 32. Mais il y a 4 noms qui pourraient vraiment devenir solides si ça clique en cours de saison. Charlie Trethaway, William Moore, je vous en ai déjà glissé un mot. Je rajouterais aussi Cole McKinney et Cooper Simpson. Des gars que des profils intéressants, mais qui manquent beaucoup de raffinement dans leur jeu, à mon avis. Puis je rajouterais, le tant qu'à y être, Maceo Phillips, défenseur de 6 pieds 5 qui joue pour le NTDP. Ça aussi à garder en note. En Europe, en termes de préférés, je dirais Max Bleicher. Non, c'est pas vrai. Il joue même pas en Europe, Bleicher. C'est un Européen, mais il est rendu en Amérique, right? Je l'ai pas checké depuis le Linka, mais je pense que c'est en Amérique. Bref. Radim Merteka, Philippe Ekberg, 2 noms qu'on voit beaucoup dans les top 50, top 40, voire même top 32. Mais en termes de potentiel, j'ai pas le choix, c'est ça, de nommer Jacob Izvozniak, Sacha Boumedienne et Luka Radivojevic, les grands oubliés de mon top 32, même si c'est pas des joueurs qui m'ont impressionné jusqu'à présent. Je pense que c'est des gars qui pourraient évoluer dans la LNH, surtout Sacha Boumedienne. Puis des gars qui pourraient peut-être monter dans mes classements. Puis le dernier, je lance une belle courbe. Kurban Limatov, défenseur de 6 pieds 3 gaucher, excessivement dynamique et agressif avec la rondelle, mais souvent un désastre sur la glace pour le meilleur et pour le pire. Mais checkez ça, Kurban Limatov, c'est quand même intéressant, ce gars-là. Prochaine question, la dernière en fait. Ariane dans Fugueuse qui demande « Te parler de 50 Nuts en début d'épisode, c'est quoi ta chanson préférée? » En fait, j'ai un attachement particulier à Great Expectation, mais sinon, je dirais, évidemment, Pastime Glories ou James D, probablement mes 2 préférés en ce moment de 50 Nuts. Merci Ariane dans Fugueuse. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté, et n'oubliez pas d'aller chercher votre abonnement annuel premium à Elite Prospects. 30% de rabais avec le code promo BLG30. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un prochain épisode du podcast Briser la glace. Merci et ciao, bye!